Je suggère que nous commencions cette seconde partie en remerciant Monsieur Ledwigou d'être parmi nous. Alors, je pense que beaucoup le connaissent. Jusqu'en 2008, ou depuis 2008 plutôt, jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois, quelques semaines même, un mois, vous avez exercé donc des fonctions de commissaire au collège de la Commission de régulation de l'énergie. De 2006 à 2009, vous avez été responsable de la Commission de promotion du développement durable, des services publics et des politiques industrielles de la CGT. Vous avez été longtemps secrétaire général de la Fédération des finances CGT. Vous avez également été membre du Conseil économique, social et environnemental de 82 à 2003. Moi, je vous connais, comme tout le grand public, comme économiste en chef de la CGT. Et enfin, vous venez d'être nommé au Conseil d'État et vous m'avez indiqué il y a quelques instants que vous aviez peur d'arriver en retard, que c'était la cérémonie d'installation officielle au Conseil aujourd'hui. Et donc nous avons pensé que cela serait une bonne idée de pouvoir vous entendre nous parler de votre vision de ce que pourrait être la transition énergétique dans notre pays, en particulier, mais pas exclusivement, de sa dimension sociale. Je vous remercie et vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup pour ces paroles d'accueil. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Je parlerai peu de la Commission de régulation de l'énergie. J'ai une obligation de réserve. Peut-être qu'il faut tenir même le micro. J'ai une obligation de réserve, donc je ne reviendrai pas sur les délibérations internes qui ont conduit à la fixation, par exemple, du prix de l'Arenh, relativement au tartane, mais ce qu'a évoqué M. Proglio tout à l'heure, puisque c'était à la Creux de faire des propositions en la matière. Alors, je dois préciser en commençant que je ne suis pas énergéticien. Je suis économiste, responsable syndical. Je suis venu aux questions de l'énergie par le biais du social, de l'économie, voire de l'environnemental, puisque je me suis occupé de la commission de développement durable. Je vais procéder, je pense, comme il est de coutume, donc par une introduction, et je répondrai autant que je pourrai aux questions, aux remarques, aux réflexions qui pourront se formuler. J'essaierai, dans mon introduction, de ne pas évacuer les problèmes qui peuvent faire débat. J'ai même choisi plutôt de centrer sur ce qui peut faire débat. Je pense que c'est ce qui est intéressant. Je ne suis pas là, comme je l'ai pu l'être tout au long de ma carrière, dans une posture de négociation où il fallait tomber sur un point d'accord à l'issue de la discussion. Je crois qu'on est là pour débattre et pour échanger un certain nombre de points de vue qui peuvent être fort différents. Alors, quelques remarques en guise d'introduction avant d'attaquer quelques problèmes qui me paraissent essentiels. D'abord, qu'est-ce que j'entends par transition énergétique ? Pour moi, je la définis autour de 3 idées. La première, qui est sans doute très classique, qui est le processus qui va nous conduire d'un modèle d'aujourd'hui qui intègre 80% d'énergie fossile vers un nouveau modèle énergétique dans lequel les énergies non carbonées seront dominantes. C'est le premier point. La deuxième idée, et j'ai vu qu'elle était évoquée tout à l'heure en fin de discussion, cette transition doit également permettre un accès universel à l'énergie, ce qui est loin d'être acquis dans le monde, ce qui est évident, mais qui est non aussi loin d'être acquis dans les pays développés eux-mêmes, d'où cette question donc de la précarité énergétique, qui est une vaste question, mais qui est une vaste question sociale, mais aussi démocratique. Enfin, une troisième dimension démocratique, en quelque sorte, qui est cette transition énergétique doit être l'occasion pour les usagers et les citoyens de se réapproprier les choix énergétiques qui vont déterminer leur avenir collectif. Voilà les 3 idées autour desquelles j'articule personnellement cette réflexion sur la transition énergétique. Cette transition suppose des ruptures, on y reviendra. Je pense aussi que ces ruptures devront être étalées dans le temps, ce qui peut faire débat entre la rupture ou les ruptures. Je pense que la rupture est plutôt un processus. La transition nécessitera des investissements considérables, ce qui justifiera que soient mobilisés des financements publics et privés correspondants. Et je pense que c'est une dimension qui a souvent été escamotée des débats, y compris que j'ai pu avoir ici dans cette salle au moment du Grenelle de l'environnement, où la question financière n'est venue tout à fait qu'à la fin du processus et n'a pas été réellement intégrée. Je pense que le délai et les choix que nous serons amenés à faire sont importants.
en fonction finalement de la longueur de ce processus de mutation qui s'étalerait à mes yeux sur plusieurs décennies. C'est donc peut-être le siècle prochain que l'on est en train de préparer au travers d'un certain nombre de choix. Et enfin, dernier élément, sans doute pas le moindre, là, c'est l'idée que l'électricité produite à partir de sources à faible émission de carbone sera sans doute la clé de voûte de ce système énergétique durable. Voilà, ces quelques réflexions d'introduction qui permettent de cadrer ensuite quelques autres points. Alors tout d'abord, quelques remarques sur la problématique d'ensemble avant de venir sur les questions des leviers et enfin de rappeler quelques enjeux du projet démocratique que l'on doit bâtir autour de cette transition énergétique. Alors sur la réflexion, la problématique d'ensemble, d'où partons ? L'énergie et la diminution de son coût ont été depuis près de 2 siècles au cœur des processus de développement des économies occidentales. C'est ce que j'ai constaté en analysant économiquement, finalement, ce processus d'industrialisation, son développement et éventuellement d'ailleurs ses bégaiements aujourd'hui. Les pays émergents aujourd'hui utilisent à leur tour ou vont utiliser massivement ce levier de croissance. La demande mondiale en énergie ne cessera donc pas de croître alors que près de 3 milliards d'habitants n'ont pas encore accès aux formes modernes d'énergie et doivent se contenter d'utiliser la biomasse de manière intensive. Donc, la demande mondiale aujourd'hui est satisfaite essentiellement par la consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Ce modèle de croissance actuel est à mes yeux intenable. Il se heurte à 2 contraintes majeures. D'une part, la raréfaction à terme des ressources de gaz et de pétrole conventionnels les plus faciles à exploiter et que l'on peut exploiter à un coût relativement modéré. Je ne dis pas que l'on est à l'épuisement de ces ressources, mais à l'épuisement des ressources liées aux techniques traditionnelles d'extraction du gaz ou du charbon. Et d'autre part, le réchauffement climatique que l'on appelle désormais une réponse à court terme. Si on vise à terme à diminuer de moitié les émissions de CO2 par habitant et si on se donne pour objectif de rapprocher ce niveau entre pays développés et pays émergents, on tombe sur le fameux facteur 4 qui avait été l'objectif donné par la loi de programmation de juillet 2005. Donc, viser un tel objectif suppose d'inventer un nouveau modèle de développement, de réorganiser notre vie économique avec de moins en moins d'énergie carbonée. Prendre conscience de toutes ces contraintes, je rajouterai cette réflexion pour terminer cette première approche, prendre conscience de toutes ces contraintes ne veut pas dire à mes yeux que nous sommes entrés dans un monde fini comme l'accréditent un certain nombre de thèses. Bien des dimensions de notre monde n'ont pas encore été explorées ou seulement commencent à l'être, comme l'espace, l'océan, l'infiniment petit. Par contre, ce qui est nouveau, le fait nouveau essentiel, c'est la prise de conscience à l'échelon du monde des défis communs qui sont posés en matière de développement. Le monde est un et nul pays ne peut plus penser qu'il va pouvoir résoudre seul les défis auxquels il est confronté. Et ce constat, à mon sens, doit pousser à la solidarité. C'est ça l'élément nouveau. 2 mots, enfin peut-être un petit peu plus sur le débat français, qui, je pense, a tendance à opposer les leviers dont nous disposons alors qu'il faudrait les réarticuler, les recoordonner. Je ne reviens pas longuement sur les débats sur l'énergie que nous avons eus, souvent dans cette salle même. En 1994, en 2003, débats dont les conclusions n'ont guère dépassé le cercle d'initiés. Le Grenelle de l'environnement en 2007 a été au contraire une étape, je pense, différente de ces 2 premiers débats, quelque chose de positif. J'en retire d'ailleurs l'idée qui n'était pas présente à mon esprit a priori. Je pensais qu'on allait demeurer sur un constat loin d'être partagé. Au total, j'ai été agréablement surpris d'un constat qui s'est révélé plus partagé qu'on ne pouvait le penser a priori, même s'il y avait ensuite des divergences sur les réponses à y apporter. Mais quel que soit ce résultat plutôt positif, il est loin d'avoir insufflé la dynamique nécessaire pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors ma conviction, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle
pour réaliser cette transition énergétique. Les contraintes techniques et économiques au cœur du processus sont importantes. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir longuement. Mais la dimension humaine et sociale est sans doute aussi essentielle, car les ruptures vont affecter les sociétés, mais aussi directement le travail, ce qui est quand même l'une des dimensions de l'activité essentielle de l'activité humaine. Il ne faut donc pas mésestimer les contradictions générées. Dire que tout ça colle, le social et une réorientation de l'économie, comme un peu artificiellement, me paraît extrêmement dangereux. J'y vois beaucoup plus de contradictions auxquelles on peut répondre, mais qu'il faut lever par une démarche cohérente. Donc, social et nouveau type de développement ne va pas forcément de pair, même si on doit avoir l'ambition de les faire converger. Alors, l'un des thèmes, mais j'y reviendrai, l'un des thèmes qui a été longuement développé, j'ai participé à ce travail au Centre d'analyse stratégique en 2007, l'un des thèmes a été la lutte contre les gaspillages. Cela paraît du bon sens, mais la liste mérite d'être dressée car je pense qu'on doit éviter les culpabilisations inutiles. Et moi, dans ma liste, je mets sans doute pas ce que l'on met couramment dans le débat sur les gaspillages, j'y mets les conséquences des délocalisations productives, avec les conséquences sur les transports notamment, les effets de la guerre économique entre firmes, le coût énergétique des dépenses militaires, et pardonnez-moi, mais je suis très franc là-dessus, le train de vie des couches sociales hyper privilégiées. Je pense qu'on n'a pas le même rapport à l'énergie dans la Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, et qu'il y a des gaspillages quelque part, pas forcément dans Seine-Saint-Denis, mais donc là où il y a des consommateurs privilégiés, et bien entendu la consommation imposée aux couches populaires au travers des logements énergétivores, des transports contraints et des biens de consommation à faible durée de vie. Je pense qu'il faut préciser les choses si l'on veut être socialement compris. Mais la dimension économique est tout aussi importante. Les filières énergétiques emploient plus de 400 000 salariés. Alors j'essaie de dépasser le débat sur le chiffrage exact. Nous avons fait nous-mêmes notre travail là-dessus. C'est à peu près 400 000 salariés parmi les plus qualifiés du pays qui sont en fonction dans les filières énergétiques. Des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires en dépendent directement, ainsi que la pérennité de nombreux secteurs industriels, la chimie, la métallurgie, le papier, le ciment, le verre. Je n'allonge pas la liste, mais c'est malheureusement des secteurs que nous connaissons bien de par les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, pas toutes dues au prix de l'énergie, mais qui sont déjà des secteurs en restructuration, mais qui dépendent de la mise à disposition d'une énergie peu chère, continue et de qualité. Je pense qu'il y a ces trois dimensions. Mais le raisonnement s'applique, et nous le voyons maintenant, à des activités autres qu'industrielles, et notamment à des services délocalisables comme l'informatique et la gestion des données, qui sont grosses consommatrices d'électricité. Donc on retrouve le problème énergétique dans le secteur des services. Je terminerai sur ce point en induisant une petite réflexion, mais qui pour moi est de grande portée, qui est la question de l'introduction d'une valeur au carbone, qui est l'une des clés de voûte, sans doute, du système. C'est en soi un bouleversement économique considérable. On n'en mesure pas d'ailleurs toujours les conséquences, et je dirais que trop élevée, cette valeur aboutit à des délocalisations d'activités réelles, trop basse ou trop fluctuantes, elle rend inefficaces les efforts de recherche et de développement de nouvelles technologies décarbonées. On voit bien que l'on a un problème de démarche à asseoir en la matière. Je ne suis pas du tout sûr que les marchés du carbone soient la bonne technique pour gérer cette introduction d'une valeur du carbone dans nos choix économiques. C'est pour toutes ces raisons que, à mes yeux, seule une combinaison des différents leviers énergétiques disponibles peut permettre d'apporter des réponses indispensables à un coût acceptable. Alors, je vais venir rapidement à dans la deuxième partie, quelques leviers que je pense absolument indispensables. Je vais essayer de résumer un peu pour nous laisser le plus de temps possible.
Je mets en premier point, ma priorité, c'est l'efficacité énergétique. La priorité est d'agir sur la demande et en même temps d'améliorer l'efficacité énergétique. La question est souvent réduite d'ailleurs dans le débat public à l'objectif d'économie d'énergie. J'ai parlé tout à l'heure des gaspillages, c'en est une dimension. Je prendrai l'exemple de la Commission européenne qui fixe ainsi dans la directive de 2003 un objectif global, je cite entre guillemets, à technologie donnée de réduction de la consommation primaire. Curieuse formulation, alors que la question des technologies et de leur évolution me paraît essentielle. Mais il est vrai, l'Europe ne fait pas de politique industrielle. Or, je pense qu'il y a un enjeu de politique industrielle dans la question de la transition énergétique. Je m'écarte aussi, et là c'est un sujet sans doute de débat, des scénarios de décroissance énergétique absolue. À mes yeux, ils ne sont pas crédibles et peuvent, par leurs excès, desservir l'objectif qu'ils affichent. Je suis prêt à en débattre. Par contre, il est souhaitable de ralentir le rythme de la croissance de demande d'énergie. On peut surtout diminuer structurellement la consommation énergétique pour un usage donné, et cela par des innovations technologiques et d'organisation. Et c'est là la question centrale, c'est celle de l'efficacité énergétique, de l'intrant par rapport à l'output au travers donc des biens et des services générés. Tous les secteurs économiques sont concernés, vous le connaissez aussi bien que moi, je ne le développerai pas. Dans une perspective de développement humain durable, tout accroissement du produit intérieur brut devra désormais être moins intensif en énergie par emploi. Or, sur ce point, malgré les efforts, nous sommes en échec, que ce soit en France, dans les pays de l'OCDE et globalement à l'échelon du monde. C'est pourtant sur cette dimension qu'à mon avis doivent se concentrer les efforts de rupture. Deuxième levier, je pense que toutes les différentes sources d'énergie doivent être mobilisées et articulées. Je ne crois pas à l'idée qu'il y a des énergies qui remplaceraient telle ou telle énergie existante. La question m'amène immédiatement au problème du mix énergétique, que j'ai compris aussi, vous avez discuté plus tôt dans l'après-midi, c'est-à-dire la combinaison optimale des différentes sources d'énergie, privilégiant les techniques peu ou pas émettrices de gaz à effet de serre, ce qui implique l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, sous certaines conditions la biomasse, le charbon avec la capture du CO2 et bien entendu, à mes yeux, le nucléaire. Privilégier tel ou tel type d'énergie n'a pas de sens. Chacune des énergies a un prix plus ou moins élevé, des avantages et des inconvénients suivant l'usage auquel il est destiné. On sait que le prix du gaz conventionnel et du pétrole vont demeurer élevés, voire s'accroître. Celui de l'électricité d'origine nucléaire sera plus cher compte tenu des coûts de sécurité. L'intermittence des énergies renouvelables sera un problème tant que les technologies de stockage de l'électricité ne seront pas au point à un coût abordable. Donc cela me conduit à la réflexion que les contraintes économiques et financières seront longtemps prégnantes. Et s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est qu'on ne peut pas ignorer ces contraintes économiques et financières, sinon à rendre utopique le projet de transition énergétique. La France ne peut pas se permettre de déclasser hâtivement tel ou tel moyen de production ou renoncer à telle ou telle source d'approvisionnement. Laisser fermer les installations de semi-base et pointe en matière électrique en se félicitant de la disparition progressive de la génération électrique carbonée aboutirait à ignorer par exemple la pointe hivernale. Comment la passe-t-on ? Il faut aussi examiner les conflits d'usage produits du développement de telle ou telle technique de production. La Commission de régulation de l'énergie s'était d'ailleurs souciée de cette question-là en ayant à délibérer sur l'émergence de la biomasse, par exemple, ou du photovoltaïque, les questions donc de conflits finalement d'usage qui s'avèrent beaucoup plus proches qu'on ne le pensait a priori. Mais aussi les problèmes de la composition en emploi du recours à telle ou telle filière de production. La production décentralisée induira pour sa part des coûts de réseau. Je crois que le chiffre que donne RTE, c'est l'équivalent de 8 à 10 gigawattheures d'interconnexion programmées dans les 10 ans à venir si l'on veut assurer un équilibrage géographique entre offre et demande. C'est pourquoi, c'est ma conclusion sur ce point,
la fixation a priori de la structure du mix énergétique. Je sais que je vais là à l'encontre d'une décision politique, enfin, ou d'une orientation politique annoncée par le président de la République, mais fixer a priori la structure du mix énergétique, prédéterminant même à moyen terme les proportions des différents types d'énergie, n'a pas beaucoup de sens à mes yeux, compte tenu à la fois de ce qui est acquis aujourd'hui et des évolutions technologiques que l'on peut prévoir. Aucune technologie ne peut à elle seule permettre de relever les défis que nous avons repérés. Troisième levier, celui du prix. Alors, le coût de l'énergie et l'indépendance énergétique représentent deux questions stratégiques. Les prix du gaz et du pétrole ont connu des hausses importantes qui n'ont pas manqué de poser des problèmes sociaux et politiques. On annonce un relèvement à terme de 30% du prix de l'électricité. Je ne sais pas ce qu'a dit le président d'EDF là-dessus, mais il s'est exprimé plus ou moins directement sur ce point à l'extérieur. En matière de gaz et de charbon, de fortes fluctuations sont probables. Et je pense qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que les énergies ont de larges domaines de substitution possibles, ce qui explique que leur prix évoluera généralement dans le même sens et que probablement ce sera dans un sens à la hausse au cours des décennies qui sont devant nous. Alors ajoutons, je fais encore référence à un bout du débat que j'ai entendu, ajoutons que gaz, pétrole et électricité sont assujettis à des taxes importantes au profit du budget général ou affectés à des usages particuliers comme la fameuse CSPE, ce qui renchérit déjà considérablement le prix de l'énergie pour les utilisateurs. Sans le blocage du mécanisme de la CSPE, de blocage de l'évolution du mécanisme de la CSPE, elle serait aujourd'hui à environ 15 € du mégawattheure. Voilà. Donc c'est simplement un écart qui aurait, que potentiellement il y a à rattraper par rapport à son niveau actuel, jugé déjà relativement élevé. Donc les taxes qui frappent l'énergie sont lourdes, réparties de manière sans doute non adéquate. Elles représentent 1/3 à 3/4 du prix payé par le consommateur final. Elles sont souvent beaucoup plus importantes pour le particulier que n'est la fourniture de la molécule ou des électrons en électricité. Les charges, les taxes et charges sont beaucoup plus importantes. Donc, vous comprendrez, et je résume très très brièvement mon approche, j'ai des réserves sur l'outil du signal prix comme outil principal de réorientation de la consommation. Les prix vont augmenter, mais pour qu'ils soient incitatifs, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus élevés, dans des proportions considérablement plus élevées, et à ce moment-là, on réglerait le problème non pas par un choix des consommateurs que l'on guiderait, mais par une politique de rationnement qui ne me paraît pas souhaitable. D'où cette idée de prix acceptable qui, je pense, mérite d'être une des problématiques au cœur de la définition du projet de transition énergétique. Enfin, quatrième levier, je pense qu'on ne peut pas se passer du nucléaire civil, même si l'on doit forcément s'interroger sur l'après-Fukushima, comme le font un certain nombre de pays, en adoptant d'ailleurs des postures différentes. Le contexte, effectivement, a changé, je ne serais idiot de le nier. Quelles leçons doit-on tirer de ces graves accidents survenus dans le nucléaire civil ? Je reprendrai ce qu'a dit l'autorité française de sûreté nucléaire, c'est l'improbable est toujours possible. Je crois que ça marque bien l'évolution de la conscience vis-à-vis du risque nucléaire comme des risques industriels en général. Accepter cette idée ne veut pas dire cependant à mes yeux qu'il faille abandonner la filière, mais elle justifie une nouvelle approche de la sécurité des centrales. Je pense qu'il faut être clair, à mes yeux, le nucléaire n'est pas un boulet que traînerait notre pays. Il peut au contraire être une composante de la révolution industrielle accompagnant cette transition énergétique.
Je pense que cela nécessite un certain nombre d'actions, et notamment en matière de recherche scientifique, en matière d'organisation des systèmes de production. Aussi, et je ne peux pas ne pas soulever ce double problème, le premier qui est celui du facteur humain dans le processus, qui est porté par plusieurs fédérations syndicales du secteur de l'énergie. Les agents travaillant dans ce secteur ont un sens aigu du service public et de l'intérêt général. Je pense que c'est les premiers à pouvoir nous garantir contre les défaillances du système. Et la deuxième chose, c'est le débat public, c'est-à-dire la capacité de la société à s'engager sur le long terme en acceptant de porter des risques économiques et de maîtriser ces risques industriels qui, je pense, donc, ne peut être que le produit d'un débat public et très approfondi. Je terminerai, si vous le voulez bien, par quelques brèves réflexions sur plus globalement le projet, son élaboration, sa démocratie, la démocratie qui doit l'accompagner. Je voudrais dire d'abord que la transition énergétique ne peut être qu'un projet collectif. Le principal enjeu est de passer d'un système à un autre en minimisant les coûts économiques et sociaux de ce passage. Ça ne vous étonnera pas, tout en ayant appliqué les politiques de la concurrence à la Commission de régulation de l'énergie, mais mon expérience me conforte dans l'idée que le marché, s'il sait faire un certain nombre de choses, s'avère incapable d'organiser le passage d'un système à un autre. Je pense d'ailleurs que l'analyse et les leçons qu'on peut tirer de la crise financière sont là pour montrer que les marchés savent gérer des fluctuations nombreuses associées à des risques limités, mais dans l'incapacité d'appréhender les fameux risques systémiques, les risques globaux. Je pense que ce qui est valable en matière financière l'est aussi en matière industrielle, d'où le besoin d'intervention collective des publics et sociales qui sera déterminant. Cela, alors, j'avais préparé deux longs paragraphes là-dessus, cela d'autant plus que la transition énergétique va exiger des investissements, pour une part publique, pour une part privée, mais qu'une grande partie des avantages tirés de ces investissements, c'est de l'avantage collectif. Donc, on est obligé de construire un système qui permette d'accompagner ce processus. Sans ça, on va se retrouver devant la situation où on aura pu mettre des incitations, on aura un blocage de la transition énergétique. Je pourrais revenir là-dessus. Le deuxième point que je voudrais développer dans ce projet, c'est le besoin d'avoir une démarche européenne. Alors, ce n'est pas toujours très à la mode aujourd'hui de prôner une politique européenne. Enfin, bon, ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Après tout, l'Europe a commencé avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc des secteurs proches de notre domaine énergétique. Nous pensons que d'un côté, il y aura maintien de la liberté de choix national du mix énergétique de chaque entité. Mais ça, c'est un peu comme d'ailleurs en matière d'euro et de politique industrielle, le maintien de choix nationaux avec des contraintes européennes ne marche pas. Il faut qu'il y ait en place des mécanismes de mutualisation et de solidarité puissants. Et je pense que l'on pourra avoir cette démarche très exigeante, cette démarche européenne très exigeante qui, donc, d'un côté, maintient la capacité de chaque pays d'assurer son mix énergétique et de l'autre côté, une certaine cohérence et efficacité du système, ça implique de partager toute une série de coûts entre pays selon des mécanismes à trouver. Là aussi, mon expérience à la Creux m'a montré qu'il ne s'agissait pas simplement de dire interconnexion, interconnexion. Quand l'interconnexion induit des déséquilibres entre pays, je voudrais, si vous le souhaitez, je reviendrai sur justement, là encore, les relations franco-allemandes. L'Allemagne peut dire « je ne fais pas du nucléaire », je vends à la France l'énergie fatale des éoliennes.
qui nous oblige à certains moments à baisser notre production nucléaire, puisqu'il faut accepter cette énergie fatale. Et de l'autre côté, j'utilise le nucléaire français quand j'en ai besoin parce qu'il n'y a pas de vent chez moi. Donc on est là dans des mécanismes d'échange déséquilibrés. Alors je ne suis pas contre l'échange, je suis contre le déséquilibre de l'échange, donc il faut le rectifier. Je pense qu'il y a d'autres domaines dans lesquels cette dimension européenne est importante, comme en matière donc, technique, technologique, de recherche, et probablement, notamment dans le domaine nucléaire, sur la sûreté nucléaire, là aussi avec les pays européens qui font le choix de maintenir une composante nucléaire dans leur mix énergétique, il y a des choses à faire. Le dernier point, donc le troisième point sur la démocratie, c'est le pilotage de cette transition. Je pense que c'est sans doute une dimension du problème qui va émerger beaucoup plus fortement qu'elle ne l'a émergé jusqu'à présent, et notamment l'écartèlement, dans un premier temps, entre le besoin de mieux prendre en compte les exigences décentralisées et de l'autre côté, le maintien ou la recherche d'une efficience d'un système global. Je pense qu'un peu comme globalement, d'ailleurs, dans le processus de décentralisation, on est confronté dans le domaine énergétique, de ce point de vue-là, à une contradiction que on ne peut lever qu'en réussissant à préserver les intérêts d'un système électrique ou un système énergétique efficient. Sinon, la régulation risque d'être écartelée entre, d'un côté, une logique finalement décentralisée de marché et de l'autre, une intervention politique. Je pense que comment va-t-on viser le long terme dans ce tel contexte? Quelles vont être les décisions structurantes? Elles ne peuvent pas être prises sur la base de purs critères décentralisés, même s'il faut prendre en compte des exigences et des besoins décentralisés. Et il y a la nécessité de l'intégrer dans un système, ce qui, pour ma part, mais c'est ma solution, je ne prétends pas l'imposer à d'autres, mais le besoin de constituer un pôle public de l'énergie qui serait la garantie du développement d'une filière multi-énergie performante, favorisant la sécurité, les recherches fondamentales et sous contrôle de la puissance publique aux différents niveaux. Voilà l'un des enjeux probablement du débat, de cette partie du débat sur la gestion, le pilotage, la gouvernance de cette transition énergétique qui mérite que l'on s'y arrête. Merci infiniment, Monsieur Ludigo. J'étais frappé dans ce que vous avez dit sur le fait que vous nous avez proposé finalement une vision de fond globale sur tous les sujets en matière de transition et également une méthode, y compris une méthode de pilotage sur cette question. Donc, est-ce qu'il y a des... Monsieur, à droite. Le micro arrive. Bonjour, Thierry Muette, président d'Enerplan, professionnel du solaire. Je ne vais pas dire que je vais prendre école sur Monsieur Proglio, mais je ne vais pas faire en diplomatie, comme ça sera animé. Vous disiez que le nucléaire n'est pas un boulet. Je suis assez d'accord avec vous, c'est un boulet, il serait déjà derrière nous, c'est plutôt un obstacle. Et ça nous bloque, je trouve, sur la réflexion. C'est-à-dire qu'on part d'une parole présidentielle qui est de dire on passe de 75 à 50%. Et moi, j'attends très sérieusement votre vision de ce que serait la réutilisation, la redistribution de ce 25% d'énergie dans d'autres énergies et dans un autre modèle. Et en fait, non, on nous dit c'est un blocage, on ne peut pas faire autrement parce qu'on a l'héritage nucléaire. Donc ça, c'est ce constat. Si on le franchit, comment vous envisagez cette redistribution des 25%? Et mon autre question est la vision d'organisation publique de l'énergie. Quelle place vous donnez aux PME, qui sont quand même très grandement créatrices d'emplois, notamment dans tout le secteur des énergies renouvelables, pour qu'elles puissent avoir leur place par rapport aux grands groupes publics qui eux aussi sont les acteurs de l'énergie renouvelable? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a tout de suite une seconde question? Monsieur Ledigou? On s'attaque d'emblée au cœur du problème. Alors, je vais dire ou redire un certain nombre de choses. Bon, je continue à penser, à la différence de vous, que le nucléaire n'est pas un obstacle, mais au contraire est quelque chose... Enfin,
je vais juste dire, si on n'avait pas le nucléaire, quelle serait notre balance commerciale aujourd'hui? Je rappelle quand même que le déficit actuel de la balance commerciale française équivaut aux importations de pétrole et de gaz et de charbon. Donc j'imagine quel serait le débat économique si on n'avait pas finalement cette source de production qui nous rend partiellement autonomes. Je ne mésestime pas le problème de l'uranium, mais enfin dans d'autres filières, il y a aussi des problèmes d'importation et de dépendance étrangère, donc je n'ignore pas cela. Donc voilà, je ne le vois pas comme un obstacle qui bornerait la réflexion. Le nucléaire ne peut pas tout faire, et ne fait pas tout d'ailleurs dans notre pays, donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de réduire, enfin de déterminer plus exactement a priori une place réduite au nucléaire pour pouvoir s'interroger sur la place des autres énergies. Je pense que c'est par rapport aux besoins tels qu'ils s'expriment, pas par rapport à la technologie que l'on développe. Moi, je ne défends pas le nucléaire par choix technologique, je le défends parce qu'il répond à un besoin, mais je suis pour le développement d'autres technologies. Je pense que le photovoltaïque a beaucoup de ressources. Il y aura des étapes industrielles nouvelles. Je pense d'ailleurs qu'il faut miser beaucoup sur des échelons nouveaux technologiques en la matière, que donc il y a véritablement à avoir une politique, je dirais, nationale et européenne en la matière. Voilà. Je terminerai en disant, c'est que déterminer, je reviens sur ma phrase, mais vous me poussez dans mes retranchements, déterminer a priori aujourd'hui un mix énergétique que l'on devrait absolument viser en sachant qu'il y a tous ces débats technologiques, industriels derrière, je n'arrive pas rationnellement à comprendre pourquoi l'on s'enferme, sinon pour des raisons politiques, que je peux aussi comprendre et discuter, mais à s'enfermer a priori dans un tel choix. Alors, la dernière partie de votre question, c'est sur les PME. Croyez bien que je suis sensible à cette dimension. Je suis toujours intervenu dans l'ensemble de mes activités pour faire en sorte que les grands groupes français, que ce soit ceux de l'énergie, ceux de l'aéronautique ou dans d'autres domaines qui font sans doute l'infrastructure, qui ont fait l'infrastructure industrielle de notre pays, se préoccupent du développement du tissu économique et notamment de la sous-traitance et des petites et moyennes entreprises. Donc je pense que la question, elle est d'organiser des filières dans lesquelles finalement les petites et moyennes entreprises pourront trouver leur place sans avoir à payer tous les coûts que finalement justifie telle production, tel développement technologique. Il y a à organiser des transferts de savoir-faire, des transferts de technologie, et ça ne peut se faire que dans les filières. Mais c'est une démarche relativement nouvelle. Pour en avoir souvent débattu avec avec les services du ministère de l'Industrie, l'approche historique de l'administration et des pouvoirs publics était une approche en termes de secteur qui n'intégrait pas cette dimension de technologie commune, d'échange véritablement de savoir-faire, de recherche, je pense que l'approche en termes de filière qui aujourd'hui s'impose, celle autour de laquelle on discute au Conseil national de l'industrie, par exemple, n'a pas encore produit tous ses effets, mais devrait permettre pour partie de résoudre ce problème. L'autre dimension étant la dimension territoriale, mais là je pense qu'on sera d'accord pour dire que les collectivités territoriales, les régions, mais le tissu économique à l'échelon régional doit être un support de développement de ces petites et moyennes entreprises. Madame la ministre. Je ne sais pas si je peux poser la question. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur la gouvernance de la politique de l'énergie, le rôle du régulateur et de la CRE. Voilà, vous avez un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais j'aimerais bien un peu vous entendre sur ce que vous retenez de cette expérience, sur les évolutions qui vous paraîtraient nécessaires et la façon dont on doit aussi envisager la gouvernance de la transition énergétique. Bruno Rebel. Non, je pense que ma question est très décalée par rapport
Bon. Alors j'essaie de répondre à la ministre. Il y a deux dimensions, il va y avoir deux dimensions dans ma réponse. Il y a une dimension plus générale qui est la notion, le débat à avoir à partir de l'expérience sur la notion de régulation elle-même. Je pense qu'il y a une tendance, vous interrogerez d'ailleurs le président de la Creux, je crois, en fin de processus, donc il est plus habilité que moi à s'exprimer. Je donne simplement l'opinion d'un ancien membre de la Creux. Je pense qu'il y a dans l'activité de nos autorités de régulation et dans la pression à laquelle elles sont chacune soumises, la montée d'une dimension très juridique de l'approche. Alors je dirais, ça sert à rien de faire une autorité de régulation si c'est le droit qui doit gérer. Autant laisser le Conseil d'État, autant laisser telle ou telle entité gérer. Bon, il y a, je crois, 20 instances pendantes qui portent sur des décisions de la Creux aujourd'hui devant, je crois, le Conseil d'État ou le Conseil d'État lui-même. Bon, je pense qu'autant une autorité indépendante doit être soumise à la loi, je ne le conteste pas, autant la loi ne peut pas avoir l'ambition de définir dans les détails ce que doit être l'activité d'une autorité de régulation. Et je pense qu'on perdrait à aller à accentuer cette approche juridique, on perdrait l'intérêt de la notion d'autorité de régulation qui doit intégrer une dimension juridique, des dimensions économiques, des dimensions sociales, qui doit intégrer aussi la dimension européenne avec la dimension nationale. Parce que ce n'est pas toujours si simple dans l'activité de la Creux que d'appliquer les règles européennes, ce à quoi nous sommes, la Creux est assujettie, et d'autre part, les choix de politique française qui certes ont transposé les directives, mais sur un certain nombre de points ne sont pas totalement en conformité avec les choix européens. Il y a un débat, par exemple, il y a un débat qui est réel, qui, je crois, va ressurgir, puisqu'il y a une déclaration de l'autorité de la concurrence aujourd'hui. Faut-il maintenir les tarifs du gaz, par exemple ? Bon. L'Europe dit non, la France dit oui. Et la Commission de régulation de l'énergie est entre les deux, en plus à faire des propositions, voire maintenant à fixer à partir d'une formule des tarifs. Donc voilà, il y a un premier volet qui est le besoin d'avoir une réflexion sur les autorités administratives indépendantes qui ne sont pas toutes sur le même modèle. J'insiste beaucoup sur cet aspect, mais qui toutes sont confrontées à ce problème juridique. Et puis il y a la deuxième dimension que vous posez, qui est la dimension proprement énergétique. Alors, moi j'en tire de 5 ans à la Commission de régulation de l'énergie, j'en ai tiré une certaine philosophie, c'est-à-dire c'est pas la Creux, et je suis très content d'ailleurs de cette conclusion, c'est pas la Commission de régulation de l'énergie qui fixe la politique énergétique du pays. Voilà. Et elle ne doit pas avoir cette ambition. Certes, par ses décisions, elle intervient dans la mise en œuvre de la politique énergétique. Quand on fait tel ou tel choix dans l'exécution d'un appel d'offres photovoltaïque, où il y a une marge qui est donnée à la Commission de régulation de l'énergie, qu'elle utilise cette marge-là dans le cadre de l'esprit de la loi, me paraît absolument indispensable, mais elle n'a pas à se substituer aux autorités politiques, voire elle n'a pas à se substituer aux autorités consultatives en la matière. Par exemple, le Conseil supérieur de l'énergie qui doit mener des débats différemment de la manière dont le mène la commission de la Creux ou le Parlement. Voilà. Donc, voilà, une certaine modestie qui, je crois, est dans la ligne de la politique de la Commission de régulation de l'énergie, me paraît, en la matière, être souhaitable et, je pense, correspondre relativement à la réalité de ce qu'a été la pratique que j'ai vécue, en tout cas, de la Commission de régulation de l'énergie. Ce qui n'a pas ôté à l'intérieur, mais je n'irai pas plus loin, ce qui n'a pas ôté l'occasion de débats très vifs sur tel ou tel choix que nous pouvions formuler. Merci beaucoup. Alors Bruno ?
Oui, vous avez mentionné dans votre conclusion qu'un des instruments indispensables de la mise en œuvre de la transition énergétique était la démocratie et la nécessité de débattre. Il se trouve qu'en France, il y a un dispositif démocratique que tout le monde connaît, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel, et que François Hollande a été élu avec une annonce très claire de réduction de la proportion de production électronucléaire de 75 à 50%. Il me semble difficile de remettre en cause ce choix, puisqu'il a été élu sur ces bases-là. Et je ne comprends pas bien votre vision de la transition énergétique, parce qu'à vous écouter, en fait, on ferait une transition, mais il ne faudrait pas toucher ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut imaginer, et j'aimerais avoir votre regard là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer, surtout dans la mesure où, et les premiers travaux du Conseil national du débat sur la transition énergétique montrent bien que si on veut respecter le facteur 4 en 2050, et je pense que Georges Jouzel pourra confirmer ce que je dis à l'instant, on voit bien que les seules trajectoires qui sont possibles, c'est des trajectoires de réduction forte de la consommation énergétique. Donc ça veut dire que si on réduit fortement la consommation énergétique, on va réduire la consommation de toute énergie, et même si on augmente la part d'électricité dans ces trajectoires de réduction forte, il faudra de toute façon réduire le parc nucléaire français. Donc, comment est-ce que vous voyez cette réalité-là, ou est-ce que de toute façon on est condamné à vivre avec ce boulet, cet obstacle, cet outil merveilleux qui est au milieu de la route quand même? Bon, là aussi, je répondrai en deux morceaux à votre question. Ce que j'ai dit peut-être pas assez clairement tout à l'heure, c'est que je n'étais pas forcément calé sur l'idée qu'il fallait maintenir 75% de production d'électrique à partir d'origine nucléaire. J'ai dit, personne ne sait aujourd'hui ce que sera réellement, en raison des processus, des évolutions technologiques, d'un certain nombre de déterminants, ce que sera la consommation, la production et la part d'installations nucléaires dont je pense la vie peut se poursuivre relativement longtemps, celles existantes, je ne parle pas de construction de nouvelles. Donc, moi, je ne me suis pas plus attaché, je ne suis pas engagé par les promesses du président de la République, je ne suis pas plus attaché à 75 qu'à 50%. Voilà. Donc, je pense que le chiffre réel sera la résultante d'une série de déterminants dont on ne connaît pas aujourd'hui les effets, les étapes technologiques dans le photovoltaïque par exemple. On devine un certain nombre de données, on ne connaît pas quels vont être réellement les sauts technologiques qui vont se faire. Donc on ne sait pas quelle va être sa place dans le mix énergétique. Elle croîtra probablement, dans quelle proportion et qu'est-ce que sera comme conséquence sur les équipements installés. La deuxième réponse la deuxième dimension qui est articulée à la première, c'est je ne crois pas personnellement à la baisse de la consommation. Donc je pense que l'objectif du facteur 4, il faut le gagner beaucoup plus par là aussi des mutations technologiques qui réduisent le rejet de CO2 plutôt que par une baisse de la consommation. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je crois beaucoup à la possibilité d'avoir un recul du rythme de croissance de la consommation globale d'énergie. Je ne crois pas j'ai vu vos scénarios d'ailleurs, je les ai regardés attentivement avant de venir, je ne crois pas à des scénarios de décroissance absolue de l'énergie. Merci beaucoup. Allez-y. Ma conclusion étant, donc on aura besoin de toutes les sources. Merci. Sonia Lioré, France Énergie Éolienne. Ma question oppose sur l'affirmation que vous aviez en disant on ne peut pas fixer a priori le mix énergétique. Ma question, c'est aussi de se dire, voilà, l'énergie est un marché qui est quand même relativement politique, qui est un marché qui est très très complexe. On voit déjà qu'il y a énormément de mécanismes différents. Alors bien sûr, on a l'Arenh, les tarifs du gaz. On a aussi maintenant le marché de capacité, le marché d'effacement, les tarifs, etc., etc. Et à l'inverse, on a en face des industriels qui, pour investir dans des filières industrielles, ont besoin de visibilité, de stabilité. Si vous n'avez pas ce mix fixé à l'avance et des objectifs,
comment est-ce possible pour des industriels d'investir. Et ce dont on parle aussi, c'est de dire, bah voilà, on veut de l'industrie en France, etc. Je prends l'exemple de l'éolien parce que c'est celui que je connais le mieux. Il y a toujours une demande des industriels en disant on veut de la visibilité, on veut savoir que sur les X prochaines années, on aura tant de capacités. Et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas d'appel d'offres et qu'on a vu la différence des appels d'offres. Alors sur certaines filières, ça fonctionne, sur d'autres pas du tout, où on a des à-coups. Du coup, on ne sait pas du tout comment on va. On a besoin d'une vision. Et cette vision, comment est-ce qu'on va arriver à avoir une vision industrielle sans avoir des objectifs et sans avoir un mix énergétique où on a quand même une vision de où est-ce qu'on veut aboutir tous ensemble. Et si on prend l'exemple du nucléaire dans les années 70, c'est aussi une volonté politique forte qui a permis de développer. Et après, à l'inverse, on se dit l'évolution, les sauts technologiques, etc. Est-ce que c'est pas aussi les sauts technologiques sur des filières, est-ce qu'elles sont pas aussi dues à la volonté politique de les développer? Donc la diminution du coût, alors là c'est un petit peu l'exemple caricatural, mais la diminution du coût des panneaux photovoltaïques, alors il y a une histoire de capacité de marché, mais c'est aussi une volonté forte de certains pays de développer la capacité, enfin de développer cette technologie-là. Donc voilà, c'est juste là-dessus, comment concilier construction de filières et manque de visibilité pour les acteurs. Je serais un peu polémique dans ma réponse. Je dis, si on offre si la perspective est la décroissance de la consommation d'énergie, je ne vois pas comment on va développer toute une série de filières alternatives. Voilà. Très simplement. Parce qu'il y a l'existant, sauf à décider effectivement que l'on ferme, au-delà d'une centrale, que l'on ferme massivement l'existant, ce qui représente un coût considérable. Je ne vois pas comment on va laisser la place au développement de filières d'énergie renouvelable. Ah oui. Non, mais ça, vous avez le droit. Monsieur Louis-Digou fait sa réponse. Jean Jouzel et Bruno Revel meurent d'envie de dire quelque chose derrière. Monsieur Louis-Digou, ne vous laissez pas impressionner par Jean Jouzel. La deuxième chose. Je donne la parole après. Voilà, oui, non, on va reprendre la discussion. La deuxième chose que je voudrais rectifier, pour avoir vécu d'ailleurs de manière relativement proche ces 2 décennies nucléaires, il n'y avait pas du tout un projet nucléaire d'équipement français au moment où se sont décidés. Non. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. La présentation qui a été faite au gouvernement à l'époque de la création, c'était un contingent limité de centrales nucléaires. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'est arrivée la crise pétrolière et qu'on a prolongé cela sans dire que l'on allait. Il n'y a jamais eu d'objectif fixé à 75%. Ça n'a jamais correspondu à des décisions prises. Voilà. Non, mais ça, écoutez, j'ai l'impression qu'on reconstruit l'histoire pour justement essayer d'en changer les conditions du débat aujourd'hui. Là, je suis extrêmement clair et je pense qu'il faut faire très attention. Merci beaucoup. Jean Jouzel. Non, moi, je pense qu'on n'est pas un débat sur l'énergie, on a un débat sur l'électricité. C'est bien là le problème ce soir. Parce que tout le problème, c'est comment on fait pour tout le combustible fossile. Et bien sûr qu'il y a des problèmes d'électrification. Donc, je ne crois pas. On peut très bien, effectivement, diminuer la quantité d'énergie, c'est pas ce que je souhaite, mais aussi augmenter la part de l'éolien, par exemple. Ça, c'est une question de politique. On n'est pas un débat sur l'énergie, là, on tourne qu'autour de l'électricité. C'est pas ça qu'il faut faire. Comment on se passe du fossile? Comment on fait ça? Je n'ai pas l'impression qu'on discute de ça ce soir. Donc voilà. Je sais, non, mais c'est quand même bien la question. Donc on peut pas. Il me semble que le débat sur l'énergie doit aller plus loin que ce débat. La priorité qu'on a en face de nous, c'est comment on diminue la diminution du secteur fossile. Et le secteur fossile ne s'y prépare pas. C'est pas un débat simplement nucléaire, éolien, photovoltaïque. Moi, il me semble qu'on s'y prépare pas à cette transition. Bruno veut rajouter un mot. Non, enfin, je suis assez surpris d'apprendre qu'il n'y avait pas un programme nucléaire, un programme de déploiement de l'industrie nucléaire organisé. Enfin, tout ce qu'on peut lire sur le sujet montre bien que par étapes, un choix déterminé a été fait de dire on va produire de l'électricité à partir principalement de la source nucléaire, avec l'idée qu'effectivement il y aurait cette
indépendance énergétique, en oubliant que l'uranium n'est pas français, mais bon, ça fait partie pour le coup de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui, et je reprends le chiffre de M. Proglio de tout à l'heure, qui nous dit clairement il y a entre 130 et 150 milliards d'euros d'investissement à faire dans les 10-15 prochaines années pour faire évoluer notre production d'électricité. C'est bien ce dont il a parlé. Je pense, et alors je vous renvoie sur la composante démocratique de votre conclusion, il me semblerait intéressant que démocratiquement, on puisse, et ce devrait être théoriquement l'objet de ce débat sur la transition énergétique, que démocratiquement on puisse dire voilà, c'est 120, 130 milliards d'euros, vous disiez c'est 120 ? Entre 120 et 150, voilà. Fourchette entre 120 et 150 milliards, que démocratiquement on décide le bouquet sur lequel on va mettre cet argent-là, en ayant par exemple en considération les enjeux de risque, tous les risques, les enjeux d'emploi, et en constatant qu'effectivement les emplois créés dans les renouvelables sont plus importants que ceux qui sont créés dans le nucléaire, et les enjeux d'équité d'échange avec nos voisins allemands. Vous aviez raison de mentionner qu'effectivement il y a une forme de déséquilibre dans les échanges, mais n'oublions pas aussi qu'il y a une forme de déséquilibre dans la gestion des déchets nucléaires. On renvoie à nos amis allemands une toute petite partie des combustibles usés qui nous amènent pour le retraitement, et on en garde une grosse partie chez nous. Donc ce genre de choses, il faudra à un moment ou à un autre aussi qu'on équilibre l'ensemble des échanges. Et je pense que si on mettait tous ces éléments sur la table, il n'est pas certain que le peuple français n'opterait pas pour un système plus diversifié, plus résilient, moins concentré, plus décentralisé, qui leur permettrait aussi de reprendre la main sur un élément important de leur vie, qui est l'énergie. Je partage tout à fait votre conclusion, je partage tout à fait votre conclusion et votre démarche. Je pense qu'il faut mettre ces éléments sur la table, mais il ne faut pas préconclure ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire que le débat est ouvert à partir d'un certain nombre de données sur les choix que nous avons à opérer et qui seront sans doute déterminants. Et c'est vrai, pour y avoir participé, que le débat sur l'implantation des tranches nucléaires n'a pas correspondu à un débat public. Ça, je veux bien l'admettre. Je reviens sur mon analyse tout à l'heure, qui avait sans doute un projet d'ingénieur, qui a rencontré un certain nombre de circonstances politiques, mais favorables, mais le projet a été largement reconstitué a posteriori du processus et pas a priori. Voilà ce que je voulais dire. Comme souvent d'ailleurs dans notre pays, les projets qui ont marqué l'histoire ont souvent été rebâtis après après les événements plutôt qu'avant. Mais autrement, moi, sur le débat qui met, y compris où on discute de la place du nucléaire, ne me gêne absolument pas. Mais la question, c'est, on ne tranche pas le débat avant d'avoir eu cette discussion avec l'ensemble des Français suffisamment approfondie, ce qui n'est pas simple. Merci. J'ai une question d'un internaute qui est: le développement des véhicules électriques risque de coûter cher en renforcement de réseau. Ce coût doit-il vraiment être payé par tous les consommateurs d'électricité ? Et il y a une question de Justine Yerceau, je crois. Oui, mais très rapidement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Jean Jouzel. J'aimerais bien effectivement qu'on aborde aussi la question donc, de la transition énergétique, des autres besoins et des autres usages, comme on fait, biomasse et tout ça. Comme effectivement dans ce débat, là, vous avez bien dit, vous avez bien expliqué qu'il fallait un mix, mais comment on s'y engage dans ce mix ? Si on privilégie dès le départ certaines énergies, oui, parce qu'il y a la biomasse, il y a les déchets, vous l'avez dit, il y a l'hydraulique, la géothermie, enfin bref. Donc c'est un débat énergie par rapport aux utilisations. Il n'y a pas que l'électricité, il y a le fossile, donc comment c'est tout ce débat ? Parce que si on est toujours entre opposition entre le nucléaire et les autres, on ne va pas y arriver. Bien sûr qu'il y aura toujours à défendre. Donc voilà, c'était un peu cette approche. Et dans cette démarche aussi par rapport au territoire. Et la complémentarité avec l'Europe. Et là, effectivement, est-ce que vous pourriez aussi vous exprimer sur justement cette difficulté d'un non-marché ? Je crois que c'est Jean aussi qui en a parlé tout à l'heure avec Henri Bouclio, mais je ne sais pas si vous étiez arrivé, sur le non-marché européen de l'énergie. Et ça, on vient d'y faire allusion avec l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Allez-y, si vous le souhaitez. Et ensuite, je reprendrai quelques questions finales. Il y a plusieurs questions. Attendez, laquelle sur les véhicules électriques, voilà,
véhicules électriques. Je pense que bon, les véhicules électriques, le développement, enfin, on a eu largement ce débat dans d'autres cadres à propos de l'avenir, d'ailleurs, de l'industrie automobile, ce qui n'est pas qu'une petite dimension du problème compte tenu de sa place, et que l'on a un président d'une entreprise française automobile qui a fait du véhicule électrique une des dimensions de la reconversion, notamment de Renault. Bon, personnellement, je pense qu'il y a une place pour le véhicule électrique dans nos usages, moins importante sans doute que ce qui a pu être dit à un certain moment. En tout cas, compte tenu des données technologiques du véhicule aujourd'hui, c'est qu'il ne se substituera pas au moteur à explosion, il sera beaucoup plus un complément du véhicule classique. La mise en place d'un système, la mise en place, le développement des véhicules électriques, elle me paraît liée à une condition, c'est la mise en place d'un système de fourniture d'énergie, de rechargement, de mise à disposition de l'utilisateur de la source d'énergie correspondante, ce qui peut être personnel ou qui devra être à la fois personnel et à la fois collective. Cela est d'un coût relativement élevé. Ça peut être intéressant à faire dans la mesure où la batterie de l'automobile peut être un moyen de stockage de l'électricité. Je ne mésestime pas cette dimension, mais il faut sans doute une autorité organisatrice pour ce système. Je pense que ça ne peut pas se faire sur la base de l'initiative. Enfin, ce que fait M. Bolloré ne peut pas être transposable, à mon avis, à l'ensemble de la problématique du véhicule électrique dans notre pays, et que ce système devra s'appuyer sur des bases publiques centralisées ou décentralisées, mais sur des bases publiques pour être mis en œuvre. Alors, oui, voilà. Sur le retour aux fossiles, comment fait-on pour organiser le mix ? Moi, je ne pensais pas avoir oublié les questions de l'énergie fossile tout à l'heure. J'avais dit que donc la question était, sans doute que ce qui développerait ce qui serait au cœur de la transition énergétique, ce serait de nouveau l'usage de l'électricité, mais la question est l'énergie primaire, c'est comment est-ce qu'on la produit. J'ai simplement voulu mettre en garde, enfin autant je pense que ce rééquilibrage par rapport à la situation actuelle du fossile et de l'énergie non émettrice de CO2 est sans doute la problématique au cœur de la transition énergétique. En même temps, je pense qu'elle ne peut être que très progressive. Voilà ce que j'ai voulu attirer l'attention en soulignant par exemple le problème de la pointe électrique, puisqu'on a la question sociale et industrielle de la fermeture d'une série de centrales de production, notamment de l'ex-SNET par E.ON. La question étant, pour nous, enfin syndicalement, savoir c'est l'opportunité de la fermeture ou d'investissement qui permettrait d'utiliser un charbon pas cher qui émettrait beaucoup moins de CO2. Je pense qu'il y a des enjeux de ce type qui aujourd'hui ne sont pas correctement évalués. Moi, j'ai entendu me répondre que le charbon c'était fini, donc on pouvait fermer Ornain, on pouvait fermer. Bon, je pense que le charbon restera, malheureusement ou heureusement, mais restera une source d'énergie primaire relativement importante à l'échelon du monde. Je pense qu'il y a des enjeux industriels de production d'électricité à partir du charbon qui non polluants, non émetteurs de CO2. Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à se mettre sur cette ligne industrielle plutôt que d'ignorer cette source d'énergie qui restera sans doute une source majoritaire pendant longtemps à l'échelon du monde. Merci Irina. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions ? Je vois Madame Bringot qui lève le doigt. Oui. Anne Bringot, je coordonne le travail des ONG et des associations de protection de l'environnement dans le cadre du débat. J'ai deux questions plutôt sur l'aspect social que vous avez également évoqué. Tout d'abord sur les emplois. Une étude est sortie il y a quelques jours qui montre que si on met en place une transition énergétique ambitieuse, on va créer 632 000 emplois de plus en 2030 que si on suit un scénario tendanciel, c'est-à-dire une politique comme actuellement. En gros, on crée beaucoup plus d'emplois en rénovant davantage les logements.
On perd des emplois dans les énergies fossiles et le nucléaire, mais on en crée beaucoup plus dans les énergies renouvelables. Dans les transports, on a une perte, parce qu'effectivement, on a une perte d'emplois dans l'automobile et la hausse dans les transports en commun ne la compense pas. Mais globalement, on a finalement une hausse d'emplois. Enfin, la transition énergétique crée plus d'emplois qu'un scénario tendanciel. Donc finalement, est-ce que ma question est la suivante? Est-ce que ce n'est finalement pas une question de transition professionnelle? Tous ces emplois perdus dont on entend déjà parler, puisque ça commence, et qui vont s'accélérer, est-ce que cette question, c'est pas finalement comment on va réussir à aider ces salariés à trouver un emploi dans les nouvelles filières, idéalement dans leur territoire? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez déjà réfléchi, vous avez des solutions? Et deuxième volet sur l'aspect social, vous avez parlé d'efficacité énergétique et surtout de solutions technologiques. Or, la semaine dernière, on avait une audition avec des sociologues qui nous disaient que l'efficacité énergétique ou la réduction de la consommation ou la baisse de la hausse de la consommation, selon vous, ne peut fonctionner que par un enjeu social. C'est-à-dire que si on met des gens dans une maison passive, mais qu'on ne leur a pas expliqué l'importance de cette maison et comment elle fonctionne, s'ils n'ont pas participé au projet, ben ça ne marchera pas. Ils vont continuer à consommer, ouvrir les fenêtres, mal l'utiliser. Il y a des tas d'exemples. Si on met un affichage dans les maisons sur la consommation, sur le frigo, ça va marcher pendant 15 jours et puis on va oublier. Donc finalement, la question est beaucoup plus sociale, d'un changement de culture, d'imaginaire, de mode de vie, ce qui est beaucoup plus complexe évidemment et prend plus de temps à changer. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à cet aspect? Merci. Oui, sur le premier point, non seulement on a réfléchi, on a travaillé. Je pense que vous connaissez l'étude que l'on a menée au plan européen, d'ailleurs CGT, CFDT conjointement, sur l'évolution de l'emploi, enfin, qui est une démarche très volontariste, qui situe bien un certain nombre de problèmes, tout en laissant beaucoup de points d'interrogation, mais qui a essayé d'aller dans le détail. Parce que, bon, j'ai vu l'étude dont vous faites référence sur les 600 000 emplois, y compris pour avoir travaillé dans d'autres temps sur ces prévisions d'emplois liées au développement économique. Je suis un peu sceptique sur la précision d'un certain nombre de démarches qui souvent n'induisent pas, enfin ce qui est classique en matière économique, les éléments de bouclage du système. C'est-à-dire on déduit techniquement à partir du moment où on change telle donnée, quel va être l'impact sur l'emploi. La question c'est l'impact sur l'emploi va lui-même rétroagir sur la boucle économique globale ou financière globale. Et donc il faudrait être en capacité d'avoir des modèles économiques. Je ne l'ai pas développé tout à l'heure, j'avais pensé pourtant vous le dire. Il y a besoin d'avoir des modèles économiques qui intègrent les données nouvelles de cette transition énergétique et de ce développement durable. Je pense notamment à une question des critères de gestion dans le secteur de l'énergie lui-même, où le secteur énergétique ancien à forte dominante de combustibles fossiles était relativement peu gourmand en investissement, l'efficacité financière se jouant sur le prix de la matière, sur l'approvisionnement, pétrole ou charbon. Dans le système que l'on propose, dans lequel on veut s'engager, l'investissement initial, qu'il soit humain ou matériel, va être beaucoup plus important. Et par contre, la source d'énergie sera gratuite, le vent ou le soleil, ou d'un coût relativement faible. On n'a pas des modèles économiques qui soient adaptés à ce changement de paradigme, en quelque sorte, économique, qui mérite. C'est un travail que nous avons entamé, mais qui mériterait d'être poursuivi et qui certainement permettrait d'étayer beaucoup plus solidement le débat sur les perspectives en emploi de tel ou tel choix. Alors, concernant la deuxième partie de votre question, j'adhère pleinement à votre idée, changer les comportements, je dirais un peu d'expérience, changer les comportements est quelque chose qui est un processus très long, à moins de vouloir faire la révolution culturelle, mais on sait ce que ça a donné là où elle a été développée. Ce n'est pas un modèle que je proposerais pour la transition énergétique. Merci infiniment, Monsieur Ledwigou.
On va peut-être s'arrêter sur ce mot de révolution culturelle, si vous souhaitez dire un dernier mot. Mais en tout cas, merci infiniment, c'était très enrichissant. Je sais qu'il y a quelques journalistes dans la salle, et si vous êtes d'accord et si vous le souhaitent, parlez-vous, si vous avez l'envie les uns les autres. Merci en tout cas à tous. On se retrouve en audition le 2 mai, et pas la semaine prochaine. Merci.